Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle édition des vidéos sur les différences franco-allemandes. Bienvenue à cette chaîne Interaction, votre chaîne pour améliorer les rapports avec vos partenaires, vos collègues d'outre-Rhin. Je m'appelle Adrien Schilling et aujourd'hui je vais vous parler des freins à la coopération et un des grands freins qui est non-stop, qui est cité à n'en plus finir, c'est bien évidemment la langue. Et moi je suis là pour vous dire c'est des conneries. Eh bien non, ce n'est pas la langue qui est le frein numéro un de vos coopérations. Et j'irai même plus loin, je dirais même pas seulement ce sont des conneries, je vais même vous dire que c'est la langue, parler la langue. Donc si je recommence. Admettons que vous parliez la même langue que la personne avec qui vous échangez, avec qui vous rentrez en interaction. Qu'est-ce qui va à ce moment-là se passer? Vous allez perdre quelque chose qui est essentiel pour la coopération. Vous allez perdre la vigilance. La vigilance est une des clés essentielles pour être en mesure de non seulement comprendre que vous vivez des différences, mais ensuite être en mesure de les décoder, donc pas juste voir qu'il y a des différences, mais vraiment de les comprendre, et ensuite d'être en mesure d'allier ces différences pour créer une complémentarité. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez faire ce que nous appelons en continu, faire des gifles virtuels. Vous allez en continu mettre des énormes gifles à vos interlocuteurs, mais vous n'allez même pas vous en rendre compte. Parce que vous n'êtes plus vigilant et vous partez du principe, bah maintenant que nous parlons la même langue, voilà, tout est clair. Mais non, tout n'est pas clair en fait. Je vais vous donner un exemple, et alors que je suis franco-allemand, hein, donc je connais quand même en grande partie ces différences, mais avant de professionnellement en rentrer dans le sujet, je me rappellerai toujours de ce dîner que j'ai eu avec un oncle, un dîner où je lui parle d'une personne qui aujourd'hui se trouve être ma femme, et je lui parle de ma partenaire, en parlant d'elle. Et à un moment, il dit: «Mais attends, mais tu parles de partenaire, partenaire, c'est bizarre, pourquoi tu parles de ta partenaire?» Pour moi, c'était évident. Mais oui, mais et voilà, il me manquait une certaine forme de vigilance, et lui certainement aussi. Nous parlions tous les 2 français, donc pour lui, c'était absurde, et ça lui a pris un bon moment avant de m'arrêter, et de qu'on comprenne tous les 2 qu'en fait, j'avais traduit de l'allemand, la traduction littérale pour parler de ma bien-aimée. Donc je parlais de ma partenaire, mais elle n'était pas donc ma partenaire en langue française. Voilà juste un petit exemple pour vous dire que si nous ne sommes pas vigilants au fait qu'il y ait des différences qui sont fondamentales, quand vous allez parler la même langue, ce que vous n'allez plus voir, c'est que l'un et l'autre traduisent leur propre compréhension de certaines choses, leur conceptualisation, en utilisant des mots. Certains mots, ils peuvent être justes comme ils peuvent être complètement à côté de la plaque. Il y a une quantité de faux amis dans l'interculturel, vous n'imaginez pas. Des termes comme stratégie, concept, objectif, des plans, agenda, tous ces termes qu'on va utiliser après en anglais, bien évidemment, parce que tous ces termes existent en anglais, strategy, objectives, goals, mindset, tout ça sont des termes qu'on utilise, que les Allemands utilisent, que les Français utilisent en continu, mais très peu de gens s'arrêtent en se disant, mais en fait, quand tu parles de ça, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que concrètement tu veux dire quand tu utilises ce mot? Alors en plus, non seulement on s'arrête rarement là-dessus, mais ce que je constate aussi, quand certains ont cette affinité, quand certains ont cette sensibilité et qu'ils s'arrêtent dessus et qu'ils posent la question, beaucoup ne sont pas en mesure d'expliquer leur propre compréhension. Essayez d'expliquer qu'est-ce qu'en France on entend quand on parle d'efficacité. Quand on dit quelque chose est efficace ou n'est pas efficace, qu'est-ce qu'on entend? Très peu de Français sont en mesure de réellement expliquer à des Allemands qu'est-ce que, en France, on entend par efficacité. Pourquoi? Eh bien parce que nous ne sommes pas habitués, ou je vais le dire différemment, pour être en mesure de voir quelque chose très clairement, je dois être en mesure de le contraster avec quelque chose d'autre. Si vous avez quelque chose de noir sur un fond noir, vous n'allez pas voir qu'est-ce qui est le fond, qu'est-ce qui est devant. Si j'ai quelque chose de blanc avec quelque chose de blanc devant, je ne vais pas voir ce qui est devant, ce qui est derrière. Je suis obligé de créer un contraste, donc je dois différencier la chose. Donc pour être en mesure de comprendre ma propre compréhension de l'efficacité, eh bien, je dois comprendre qu'il y a d'autres manières d'être efficace. Il n'y a pas qu'une manière d'être efficace. Et donc à ce moment-là, je commence à mieux appréhender, mieux comprendre ma propre façon de voir les choses parce que je suis confronté à des réalités différentes. Donc la langue n'est qu'une signalisation. Quand vous dites quelque chose, quand vous utilisez un mot, vous montrez quelque chose en particulier. Si vous n'êtes pas vigilant face à votre interlocuteur, vous allez peut-être montrer sur quelque chose, il va montrer sur quelque chose d'autre, et vous allez partir du principe que vous parlez de la même chose. Non, vous ne le faites pas du tout. Seulement, la plupart des gens le découvrent beaucoup trop tard.
Mais ils le découvrent bien, bien, bien plus tard et vont s'en suivre tout un ensemble de procès d'intention et de jugement il a voulu me tromper, il a voulu m'écraser, il veut me bouffer, il veut me tromper, qui en fait ne sont que la source d'un énorme malentendu. Alors, attention, hein, que les choses soient très claires. Dans l'interculturel, il peut y avoir des différences de position, des vraies différences d'intérêts. Nous pouvons ne pas être d'accord au niveau des intérêts et avoir des intérêts qui sont divergents. Le drame dans l'interculturel, c'est de croire que nous avons des intérêts divergents, alors que pas du tout. Nous sommes comme prisonniers dans un malentendu qui remonte peut-être même à des années. Et s'en est suivi tout un ensemble d'attaques et de ripostes qui font qu'on a un passif historique dont il faut d'abord se libérer. Donc on s'attaque là, en ce moment-là, on s'attaque sur un sujet qui est compliqué, qui n'est pas simple. Et donc, la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est bien pour comprendre que si vous devez passer ne serait-ce qu'une minute ou une heure, une journée, un an, 10 ans sur l'amélioration des relations interculturelles que vous avez, bien assurez-vous que le temps que vous allez passer, il soit efficient. Que vous n'allez pas vous mener des combats qui sont déjà perdus d'avance au lieu de passer, alors que vous pourriez passer tout votre temps sur un combat qui est gagné d'avance. Seulement, vous devez le connaître, ce combat. Et la langue n'est pas votre combat. Voilà, je le dis tout de suite, la langue n'est pas le bon combat à mener. En revanche, il y a un autre sujet qui est le sujet d'entrée dans l'interculturel, qui est le jugement. C'est le vrai frein à ce que vous et moi, nous pourrions coopérer d'une manière ou d'une autre, se pose dans la question, est-ce que vous avez confiance en moi? Est-ce que moi j'ai confiance en vous? Quand vous dites quelque chose, est-ce que je suis continuellement méfiant en train de me dire qu'est-ce que ça cache? Il essaie de me bouffer, qu'est-ce qu'il essaie de me vendre, qu'est-ce qu'il essaie de me raconter? Est-ce que je suis dans cet état d'esprit? Ou est-ce qu'au contraire, je suis d'abord, je vais utiliser un mot qui est bien galvaudé, on va dire je suis bienveillant, c'est-à-dire je pars d'abord du principe que votre intention, quelle qu'elle soit, elle est d'abord bonne, elle est d'abord positive. Il y a d'abord une intention qui est positive, avec laquelle je peux moi-même m'identifier peut-être. Et ensuite, vous allez utiliser des moyens, on appelle ça des stratégies, juste des moyens pour assouvir votre besoin, qui vont être plus ou moins en adéquation avec mes propres stratégies. Donc, je vais pouvoir reconnaître une façon de faire qui est la mienne, dans laquelle on va dire qui se ressemble, ça semble, ou alors je vais reconnaître ou je vais découvrir une façon de faire qui est complètement en opposition avec la mienne. Et le danger, pour vous et pour moi, c'est quand nous allons faire face à certains comportements, le danger, c'est de tout de suite dire, bah évidemment, il cherche à me bouffer. Ou évidemment, il m'a trompé, il m'a raconté des salades, en fait, il cherche à m'entuber. À partir du moment où je fais ça, je vais percevoir l'ensemble des interactions sous ce prisme-là. Donc, il est essentiel de savoir et de connaître que vous ne pouvez pas faire autrement là, maintenant, dans la seconde où vous m'écoutez. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'être biaisé parce que vous pensez savoir, soit concernant les Français, soit concernant les Allemands. Impossible de faire ça. Et la grande, grande clé dans l'interculturel, c'est de connaître l'impact de tout ce que j'ai emmagasiné comme connaissance, consciente ou inconsciente, ou subconsciente, tout ce que j'ai emmagasiné qui va impacter la manière dont je vais appréhender le monde. Nous avons, dès le plus jeune âge, en France et en Allemagne, nous avons appris certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Revenons-en sur la notion d'efficacité. Dès le plus jeune âge, en France, nous apprenons à gérer l'imprévu. C'est une des valeurs cardinales, si on veut, pour bien réussir dans ses études, pour bien réussir dans la vie professionnelle, il faut savoir se débrouiller avec spécifiquement l'imprévu. Donc, je me rappellerai toujours sortir de cours. Si, alors que j'avais pas bien appris, j'avais pas forcément tout appris, je connaissais pas tout mon cours par cœur, je m'en étais très bien sorti, eh bien, j'étais fier. Automatiquement, j'étais fier. En Allemagne, on n'apprend pas du tout à gérer l'imprévu, c'est exactement l'inverse. On apprend à tout faire pour que l'imprévu ne se pose même pas à nous. C'est-à-dire, on part du principe que par une bonne anticipation, on va pouvoir éviter tous les imprévus du monde. Alors, il y a énormément de croyances là-dedans, dans les deux aspects, mais la manière dont on a appris à soit gérer l'imprévu ou à l'éviter, va évidemment structurer notre entendement que nous avons même de l'efficacité. Si j'apprends
qu'il y a une manière d'éviter les imprévus et que je ne prends pas le temps d'anticiper tout ce qui pourrait être un imprévu, eh ben je suis hautement inefficace dans une culture allemande. Si à l'inverse, je perds du temps dans une analyse approfondie pour chercher à éviter ce que j'ai appris à gérer, eh ben je suis hautement inefficace, je perds du temps. Vous voyez, ce sont deux manières très différentes d'appréhender le monde qui vont impacter the very core, le centre même, excusez-moi si je suis parti en anglais, le centre même de ma compréhension, de ma définition de ce qu'est l'efficacité. Mais si on ne le sait pas ça, comment est-ce qu'on peut le verbaliser? Comment est-ce qu'on peut constater que dans un dialogue, on est en fait dans un dialogue de sourds? C'est pas efficace, mais si c'est efficace, mais non, c'est pas efficace, mais si c'est efficace. Et en fait, on parle de deux choses qui sont complètement différentes. Donc, le jugement est ce qui va vous rendre, ce qui va interrompre votre capacité à être en connexion avec la personne avec qui vous interagissez. À partir du moment où vous rentrez dans le jugement, c'est fini. Il n'y a plus de communication entre vous et moi réelle. Il n'y a plus qu'un combat. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je suis dans un jugement, disons, quand nous sommes en interaction? Quand vous parlez, vous m'expliquez quelque chose, admettons que nous sommes sur cette conversation de l'efficacité, je suis persuadé que j'ai raison, que vous avez tort, donc je suis efficace, vous êtes inefficace. Si j'étais dans cet état d'esprit-là, en vous écoutant, vous m'expliquez pourquoi vous êtes efficace, la seule chose qui se passe dans ma tête, c'est quoi, d'après vous? Est-ce que je suis en train d'entendre ce que vous dites? Est-ce que je suis en train d'essayer de comprendre ce que vous dites? Non. La seule chose que je fais, c'est de préparer mon discours. Donc, je vais attendre que vous repreniez l'air et je vais sauter dans votre parole et je vais vous expliquer pourquoi vous avez tort et j'ai raison. Et vous allez faire la même chose. Et je vais faire la même chose. Et s'en va un espèce de ping-pong dans lequel on tombe donc dans un dialogue de sourds dans lequel personne s'entend et personne s'écoute. Comment s'en sortir de ça? Parce que c'est ça, en fait, dans l'interculturel. Vous allez confronter à des comportements qui vous paraissent absurdes. Et vous l'êtes probablement déjà. Vous êtes confronté à des comportements qui, pour vous, sont complètement inefficaces. Donc, c'est rien de nouveau ce que je vous raconte, vous le vivez déjà. La grande question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Et il y a une manière de faire qui va vous permettre de sortir temporairement du jugement pour que chaque personne puisse ressentir quelque chose qui est essentiel si vous voulez avancer. Essentiel, c'est pas du détail. Est-ce que vous, cher monsieur, est-ce que vous, chère madame, est-ce que vous vous sentez respecté? J'essaie de le dire avec toute la gravité la plus réelle que je puisse vous transmettre. Est-ce que vous vous sentez respecté dans la manière dont vous opérez et dont vous êtes? Est-ce que la manière dont vous voyez le monde, la manière dont vous travaillez, est-ce qu'elle a de la valeur? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a de la valeur ajoutée pour l'autre? Parce que si vous ne vous sentez pas respecté, mais au fond, c'est horrible. Si vous avancez, vous voulez bien faire, vous voulez apporter de la valeur, et en fait, le retour qu'on vous fait, c'est que vous n'apportez aucune valeur ajoutée, parce que si vous n'apportez pas de valeur ajoutée, c'est très difficile de vous respecter. Le respect n'est pas gratuit, disons-le. Si vous n'apportez pas quoi que ce soit, si vous êtes destructeur plutôt que constructeur, dans n'importe quel système, le système va vous recracher. C'est la loi de la vie, en tous les cas, c'est du moins comme ça que je le perçois. Si dans un système, une composante d'un système détruit l'ensemble du système, le système va recracher la composante. Si une composante du système apporte de la valeur à ce système, alors elle est gardée et chérie, bien au contraire. Et bien dans les interactions, dans les relations humaines, c'est exactement la même chose qui se passe. Est-ce que vous avez l'impression que vous apportez une valeur au système? Et un système va être l'interaction entre deux personnes. Il y a un dialogue qui se met entre vous et moi, et donc on forme temporairement un système. Et dans ce système, vous devez, de manière impérative, vous devez vous sentir respecté. Mais pas seulement vous. L'autre aussi doit se sentir respecté. Alors respecter, je le montre à partir du moment où je dis, mais attends juste, ok, tu dis que je suis efficace, tu dis que je suis inefficace, je dis que tu es inefficace, stop. Moi j'ai l'impression d'être très efficace dans ma manière de faire, toi tu as l'impression d'être très efficace dans la tienne. Qu'est-ce que je rate là? Qu'est-ce que je ne vois pas? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que toi tu entends par efficacité? Qu'est-ce que concrètement, si toi tu veux faire vite et on va vite avancer, on va vite gérer le truc et on va se débrouiller avec système D, ok, j'entends, mais en quoi ça c'est efficace? Et tant que vous ne m'expliquez pas qu'il y a une intelligence
que c'est logique pour vous de faire ainsi, que c'est intelligent et que ça génère de la valeur, je ne pourrais pas sortir de mon jugement. Et ce qui est vrai dans cet petit exemple est vrai dans n'importe quelle situation de l'interculturel. Chaque logique est en elle-même hautement intelligente. Là où ça devient compliqué, c'est quand vous mélangez ces logiques. Et quand vous mélangez ces logiques, vous ne pouvez pas passer à côté d'un devoir, qui est d'un devoir d'investir du temps pour comprendre l'autre. Ou alors, on ferme les frontières. Ou alors, on arrête la coopération. Et certains dans le monde aujourd'hui prônent exactement cette approche. Arrêtons de coopérer. Ça ne marche pas. Mais c'est dramatique. Parce que ça ne marche pas parce que on ne peut pas coopérer. Ça ne marche pas parce qu'on s'y prend mal. Parce qu'on est pris dans des jugements en continu. Vous et moi, nous ne sommes pas différents. Non, il y a soit vous, soit moi qui est meilleur ou moins bien l'un que l'autre. Mais c'est dramatique. Et je dis c'est dramatique parce que j'ai vu de mes propres yeux et je le vis régulièrement en tant que franco-allemand, je vis ce que c'est que la réelle synergie entre les Français et les Allemands. Quand les Français et les Allemands collaborent, coopèrent de manière profonde, de manière vraie ensemble, mais c'est extraordinaire ce qui en découle. Alors, pour le moment, ce sont juste des mots. Et si vous êtes méfiant, si vous avez cette saine méfiance qui est connue, évidemment que pour le moment, les mots, tout ce que je cherche à vous transmettre, vous allez garder un certain scepticisme qui est sain. Donc surtout gardez-le, remettez en cause tout ce que je vous dis. Mais ayez au moins l'honnêteté, j'ai envie de dire intellectuelle, de vous dire est-ce que potentiellement il y a quelque chose pour moi dans ce que Adrien dit? Est-ce que potentiellement il y a en effet quelque chose que je n'ai pas encore perçu de la sorte? Est-ce qu'il y a un côté que je n'ai pas encore vu dans mon expérience, qui est certainement une expérience extensive dans l'interculturel? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore perçu? Le problème n'est pas la langue. Le problème, c'est le jugement. Et il est impossible, du moins pour moi. Écoutez, moi, je le vis pour moi. Je ne sais pas, si je ne comprends pas un comportement, je ne sais pas faire autrement que de juger. Je ne sais pas faire autrement. C'est comme si c'était une espèce d'algorithme qui était en moi, une espèce de logique, une mathématique. Si je ne comprends pas le comportement qui est en face de moi, je ne peux pas faire autrement que de le qualifier d'un certain terme. Ce qui est dommage, mais en même temps, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, et je pense donc beaucoup d'humains fonctionnent. Mais donc quoi? Juste accepter que je vais juger parce que je ne comprends pas quelque chose? Non, il faut trouver des clés qui marchent. Et une des premières clés, c'est d'abord de dire, avant de dire que celui-là, il est bête, je ne parle pas de vous, mais avant de dire qu'une personne est bête, admettre qu'il y a peut-être avant de dire ça, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Il y a d'abord quelque chose où il me manque, moi, une clé de compréhension. Il me faut personnellement avoir un contenu, il faut avoir une explication qui va éclairer l'ensemble. Ça, c'est la première chose. Déjà, c'est pas évident de se dire que, alors qu'on aime avoir raison, de se dire potentiellement je me trompe. Première étape. Deuxième étape, maintenant que j'ai ouvert, je suis donc beaucoup plus flexible. Donc là, je gagne d'entrée, je suis gagnant parce que déjà, je suis plus flexible. Je suis plus sous l'emprise de mon comportement initial, je ne suis pas sous l'emprise de mon automatisme. J'ai gagné en flexibilité. Donc maintenant, je peux utiliser cette flexibilité pour aller questionner mon entendement en parlant avec l'autre personne, en échangeant, en posant des questions. Voilà la clé pour sortir du jugement, c'est poser des questions. Je comprends pas là. Tu peux expliquer comment toi tu vois la chose? Excuse-moi, ok, tu dis ça, mais ça n'a pas de sens pour moi. Quand tu dis ça, je comprends pas la logique. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est logique ce que tu fais? En quoi ce que tu fais est bien, selon toi? Euh, et puis poser des questions plus larges aussi. Est-ce que c'est toi ou est-ce que vous faites ça d'une manière générale en France ou en Allemagne? Euh, c'est intéressant ce que vous aurez comme résultat. Vous aurez des gens qui vous disent non, mais ça c'est moi. Moi, je suis très extroverti. C'est pour ça, moi, je fonctionne plutôt comme ça. Vous allez avoir aussi des différences entre les personnalités. C'est pas juste culturel, évidemment. Vous allez aussi avoir des différences qui sont vraiment liées à l'entreprise. Non, ça n'a rien à voir avec l'Allemagne. Ça c'est vraiment notre culture de boîte. On est vraiment, on prend les décisions ça, c'est le process décisionnel
qu'on a pris en fait des Américains dans notre culture de boîte. Dans notre société, on fait très différemment que ce que les Allemands feraient. Quand vous commencez à poser des questions, vous allez voir la richesse de nouvelles informations que vous allez pouvoir acquérir. Mais surtout, surtout, ce que vous créez, ce que vous générez, c'est que la personne, elle se sent respectée. Elle se sent respectée parce que vous posez des questions et vous montrez, je veux te comprendre. Tu es assez important dans mon regard, assez important pour que je prenne du temps pour comprendre comment toi tu vois les choses. On est très dans les grands principes là. C'est pas la langue qui est le problème, c'est le jugement. Comment sortir du jugement? Poser des questions. Alors, il y a évidemment beaucoup plus à ça, c'est-à-dire que plus vous connaîtrez la culture de l'un et de l'autre, mieux vous serez en mesure de sortir du jugement. D'ailleurs, quand je dis culture, je ne sais plus qui le disait. C'est une définition si simple de la culture, c'est voilà comment nous faisons les choses ici. Voilà comment nous faisons les choses ici. Alors nous, c'est qui? C'est le club de sport, c'est la famille, c'est l'entreprise, c'est le pays, c'est la région, c'est la ville. Il y a énormément d'appartenance. Nous ne sommes pas que provenant de parents. Nous avons aussi, nous avons été dans une école, nous avons été peut-être dans différentes écoles, dans différents pays, dans différentes régions. Nous avons tout un tas d'aspects qui font partie de notre identité. Et culture, quand je parle de culture, en fait, je parle vraiment de ce que vous diriez en disant c'est comme ça qu'on fait ici. Et souvent, ce c'est comme ça qu'on fait ici, il est implicite. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Donc on a appris la culture en observant les uns et les autres, et maintenant on fait comme ça. Mais on ne le rend pas explicite. Et voilà la grande, grande erreur. En ne le rendant pas explicite, on sous-entend, on pense que on partage tous la même culture alors que pas du tout. Et en ne posant pas de questions aux autres, eh bien, nous omettons d'en apprendre plus sur la culture d'en face. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en tous les cas, écrivez-moi un commentaire. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous pour analyser votre situation. Peut-être que je peux vous aider avec la méthode interaction pour décoder ce que vous vivez de manière à ce que vous puissiez agir de manière libre et beaucoup plus efficiente. Parce qu'encore une fois, vous êtes efficace, j'en suis sûr, vous atteignez des résultats, vous avez déjà des résultats aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de moi pour atteindre des résultats, mais peut-être que je peux vous faire économiser du temps, de la souffrance et vous apporter des méthodes qui marchent, qui marchent à répétition et qui vous rendraient plus efficient plutôt qu'efficace. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.